Bonjour à tous et bonjour aux 118 courageux participants qui sont restés. C'est vrai qu'on a perdu un point, donc je vais essayer de faire mieux. Donc, vous voyez ma présentation là, c'est bon? Bon, vas-y. Ok. Donc, effectivement, j'ai été désigné volontaire pour vous faire part de. Si, ça s'est vraiment passé comme ça. Pour vous faire part de l'état des réflexions actuelles dans le cadre de la préparation de Seine-Naval 7 sur les notions de scénario et de trajectoire sur lesquelles on pourrait travailler lors de la prochaine phase et sur la façon dont on pourrait mobiliser les outils de modélisation qui sont disponibles dans la communauté Seine-Naval et dont vous avez entendu parler aujourd'hui pour essayer d'avancer sur. Alors, c'est pas du tout exhaustif sur ce qu'on pourrait faire. Évidemment, c'est juste pour susciter la discussion. Donc, je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. Et puis, Jean-Philippe, Manuel et Cédric et Nico se feront un plaisir d'y répondre. Alors, dans le cadre de la préparation de CNaval 7, on a voulu travailler sur cette notion de scénario et de trajectoire. Et donc, avec quelques collègues de la zone atelier Seine et quelques membres du conseil scientifique, programme Seine-Naval et les membres de l'équipe du GIP, on a, on a réfléchi dans le cadre d'un groupe de travail qui s'est réuni plusieurs fois. Donc, voici les membres qui ont participé à ces réflexions. Et dans ce cadre, on a un peu approfondi ce qu'on entendait par scénario, trajectoire et les modèles qu'on avait à disposition. La notion de scénario et de trajectoire, bon, c'est des mots qui sont apparus à plusieurs reprises dans la journée d'aujourd'hui, qui apparaissent depuis longtemps dans les travaux Seine-Naval et qu'on a fait apparaître explicitement dans les appels d'offres les plus récents. Et même, ce sont des notions qu'on mobilise de plus en plus souvent dans la communauté scientifique pour essayer de mieux comprendre et anticiper ce qui pourrait éventuellement se produire sous l'effet de différentes contraintes, tester des hypothèses de travail, évaluer des mesures de gestion, évaluer des pratiques, etc. Donc, c'est aussi des notions qui sont utilisées par les gestionnaires, qui peuvent être à la base de prise de décision, qui peuvent être éventuellement mises en œuvre dans un écosystème pour le gérer, le conserver, le restaurer. Derrière tout ça, il y a quand même souvent la notion de modélisation prédictive, donc de trajectoire éventuellement écologique, du milieu qui nous intéresse, en l'occurrence l'estuaire de la Seine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire modélisation prédictive des trajectoires? Ça veut dire qu'on va essayer de prédire les évolutions possibles euh, d'un paramètre, d'un processus ou d'une fonction écologique associée à l'estuaire de la Seine dans un contexte de changement globaux, dans les stress multiples qui peuvent être combinés pour contribuer à évaluer des mesures de gestion ou de restauration, par exemple. Alors, prédire des évolutions possibles, ça implique souvent quand même qu'on met un modèle derrière pour le faire travailler et le faire projeter, prédire des, des, des paramètres qui seront choisis de manière à décrire de la façon la plus pertinente possible le phénomène, le mécanisme, la fonction, tout ce qu'on veut mettre en avant. Souvent, on a recours à des indices ou à des proxys. On verra ça un peu plus tard dans la présentation. Alors, on est dans un contexte de changements globaux, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte de façon directe ou indirecte les facteurs environnementaux ou anthropiques qui peuvent influer sur le processus ou le phénomène qu'on essaye de regarder. Donc, il faut essayer de bien cerner les facteurs limitants à la bonne échelle. Et puis, de manière idéale, on peut essayer d'utiliser ces outils pour tester des scénarios de gestion ou de restauration, et en premier lieu des scénarios d'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on entend par scénario? Alors, bien sûr, il y a différentes définitions selon le contexte dans lequel on se place, donc je vais laisser de côté le cinéma. Mais des scénarios, la notion de scénario, on la retrouve souvent dans des démarches prospectives, par exemple. Là, on a plus affaire à des récits sur les évolutions possibles, prospectives d'un système. On le retrouve beaucoup dans les modélisations physiques, on en a vu pas mal aujourd'hui. On en retrouve de plus en plus dans les modélisations écologiques, on va revenir dessus, et en analyse de risque. Alors, pour nous, un scénario dans le cadre de cette présentation, dans le cadre de ce groupe de travail, c'est avant tout un ensemble d'hypothèses sur l'évolution future, qu'elle soit possible ou éventuellement un peu impossible, juste pour des hypothèses de travail, d'un ou plusieurs facteurs de forçage d'un modèle qu'on va explorer pour voir où
peut aller le paramètre ou le phénomène auquel on s'intéresse. Alors, le cas d'école, c'est les niveaux de gaz à effet de serre dans les scénarios du GIEC. En fait, les scénarios prospectifs du GIEC, ils se basent sur différentes hypothèses d'émissions de gaz à effet de serre. On en a parlé aujourd'hui, c'est les fameux RCP. Ils ont fait leur prévision à partir de ces différents niveaux sans a priori expliquer comment on pouvait en arriver à ces niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Ça a été fait dans un deuxième temps. Et puis si on regarde les différents scénarios RCP, on voit bien qu'il y en a qui sont plus ou moins possibles. Donc on peut travailler sur des scénarios peu moins réalistes. Et l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se passerait si on se plaçait dans telle hypothèse. Donc on est beaucoup plus dans une réponse à une question du genre et si que dans la réponse à une question du genre quoi et quand. En gros, on fait la prédiction, mais on ne fait pas de l'astrologie. On essaye de tester différentes alternatives, de présenter différentes prédictions alternatives. D'ailleurs, la plupart du temps, on l'a vu par exemple dans les présentations de Florent ou de Jean-Philippe ce matin, on fait une hypothèse et on compare la valeur de paramètres qu'on regarde sous cette hypothèse par rapport à la valeur de ce paramètre sans cette hypothèse, dans un cas d'hypothèse nulle, si on parle de statistiques. Alors, à partir de ce scénario, on peut décrire une trajectoire. Alors, la trajectoire, à la base, c'est l'évolution de la position d'un objet dans l'espace. Par extension, c'est l'évolution de la valeur d'un paramètre dans le temps. Mais de façon plus pragmatique, il arrive parfois qu'on ne regarde pas forcément l'évolution complète de ce paramètre dans le temps et qu'on compare essentiellement l'état d'un système ou de la valeur d'un paramètre sous l'hypothèse HX, dans le cadre du scénario auquel on s'intéresse, par rapport à l'hypothèse H0, c'est-à-dire par rapport à aujourd'hui, par exemple. Alors pour tester des scénarios et essayer d'étudier des trajectoires, on dispose aujourd'hui d'un certain nombre d'outils disponibles. Enfin, moi, on a été plutôt chercher des outils qui ont été déjà appliqués au questionnement de Seine-Laval sur l'estuaire de la Seine. Alors, au départ de ces outils, si on veut explorer le futur, évidemment, il y a des bases de scénarios climatiques disponibles qu'on peut regarder et qu'on peut décliner à l'échelle locale. Là, d'ailleurs, ça sera un enjeu des prochaines discussions, c'est-à-dire regarder comment on peut décliner les scénarios climatiques globaux à l'échelle locale. Et puis, à partir de là, on peut regarder des choses avec des modèles hydromorpho-sédimentaires à différentes échelles. On en a parlé ce matin, des modèles plus centrés sur les inondations ou des modèles plus centrés sur les processus hydromorpho, voire sédimentaires. On en a parlé ce matin avec Kurdistan, par exemple. On a aussi des modèles biogéochimiques, des modèles de production. On en a parlé un petit peu ce matin et aujourd'hui. On en a pas mal parlé dans le cadre de RESET, qui est un projet Seine-Laval 5. Et puis aussi, on a un certain nombre de modèles écologiques qui sont peut-être un peu plus récents, en tout cas les modèles qui permettent de faire de la production. Alors, dans les modèles écologiques, on a différents types, des modèles d'habitat, qui permettent de prédire la disponibilité ou la présence d'habitats favorables pour des espèces ou des groupes d'espèces. On en a parlé tout à l'heure. Samy en a parlé tout à l'heure, par exemple, dans le cadre de Sentinelle, dans le cadre de Zoo Global. On en a parlé aujourd'hui, mais ça a beaucoup été travaillé dans le cadre de repères et de proposes. On a aussi des modèles mécanistes, donc qui vont décrire par exemple des processus physiologiques et la façon dont ils sont influencés par l'environnement. On a des modèles qui ont été développés sur les copépodes, par exemple. On a aussi des modèles qui ont été développés sur la sole. Vous voyez un petit dessin ici, qui vous a déjà été présenté par Pierre Labadie ce matin dans le cadre de Chopin. Et puis des modèles de dynamique de population, là aussi, qui ont été pas mal travaillés sur la sole. Juliette Champagnat, on a parlé ce matin aussi. Donc à partir de ces outils, qu'est-ce qu'on peut regarder comme type de scénario? Ça c'est intéressant parce que c'est des choses qu'il va falloir qu'on mûrisse encore, notamment avec les gestionnaires dans le cadre du CT par exemple. Alors on peut partir de récits plus ou moins complets qui sont déjà construits, c'est ce qui a été fait dans le cadre de Reset par exemple, où ont été décrits 4 scénarios d'évolution à long terme, système agroalimentaire et leurs conséquences possibles ou potentielles
sur les aspects biogéochimiques dans la baie de Seine, notamment la production primaire. Mais aussi, on peut en construire d'autres, sans forcément les lier à des récits, comme par exemple la FEDIGEC qui a des émissions de gaz à effet de serre. On peut se poser par exemple la question de l'impact du changement climatique en considérant dans un premier temps la montée du niveau de la mer et le débit sur les risques inondations et discuter de la mise en place de mesures d'atténuation par exemple, ou discuter de écologique, ou l'effet du changement climatique en faisant un focus sur la température par exemple, sur la croissance, la maturité et la bioaccumulation de contaminants chez la sol, pour faire suite à ce qui a été fait dans le Chopin par exemple, ou tester des effets de stratégie de gestion de sédiments alternatives sur les habitats estuariens. Jean-Philippe en a déjà parlé ce matin. L'idée, c'est vraiment de se poser des questions, d'utiliser ces outils pour se poser des questions, tester des hypothèses et essayer de répondre à nos questions. Alors, comment on fait ça On a choisi de vous présenter un exemple, on aurait pu en prendre plein d'autres, mais encore une fois, c'est plus pour vous présenter la démarche et susciter des questions ou des questionnements. Une des questions qui m'a été posée, c'est en utilisant tout ça, comment on pouvait essayer de travailler à l'amélioration ou d'écrire des façons d'améliorer le fonctionnement écologique des estuaires de la Seine. Comme ça, c'est un peu large. Alors, j'ai demandé à ce qu'on focalise un petit peu. Une façon de décrire le fonctionnement écologique de la Seine, c'est s'intéresser par exemple à une des fonctions écologiques associées à l'estuaire, par exemple la fonction de nourricerie. Déjà, focaliser sur la fonction de nourricerie, c'est bien, mais c'est pas encore facile tellement à représenter. Alors, ce qu'on fait assez classiquement dans ce cas-là, c'est qu'on regarde une ou plusieurs espèces modèles. L'espèce la plus classiquement utilisée jusqu'ici, ça a été la sole, mais on l'a vu dans CAPES, il y a d'autres espèces qui peuvent être travaillées. Et puis, sur cette ou ces espèces, on peut essayer de regarder un certain nombre de processus qui sont indicateurs de fonctionnalité de la nourricerie. Ça peut être la mortalité, on en a parlé dans CAPES, mais ça peut être aussi la croissance ou la maturité, on en a parlé par exemple dans CAPES et HQP. Alors une fois qu'on a dit par exemple, on va s'intéresser à la croissance et à la maturité de la sol pour décrire la fonction de nourricerie dans l'estuaire de la Seine, on va essayer de voir quels sont les facteurs qui peuvent limiter ces processus. Alors ça a été déjà listé plusieurs fois, on en a parlé aujourd'hui. Ça peut être par exemple la surface d'habitat favorable disponible, ça peut être quantité et la qualité des ressources trophiques et la qualité ou la qualité de l'eau ou des sédiments en termes de contaminants. Et une fois qu'on a dit, tiens, on va se focaliser par exemple sur la question de l'habitat, on peut tester des scénarios. Par exemple, un des scénarios qu'on peut tester, c'est est-ce qu'on peut utiliser des matériaux issus du dragage pour restaurer ou recréer des habitats favorables aux nourriceries. Donc c'est un peu la suite des questionnements qu'a posé Jean-Philippe ce matin dans sa présentation. Donc un exemple de scénario qu'on peut traiter avec une suite d'outils, par exemple, c'est comment l'utilisation de diversion de sédiments dragués peut favoriser la fonction de nourricerie de sol dans l'estuaire de la Seine. Alors je reviens pas là-dessus, on en a parlé ce matin. L'idée c'est de voir comment les pratiques de gestion du sédiment peuvent influencer le physiotope, comme l'appelle nos petits camarades dans l'estuaire de la Seine, qui pourrait éventuellement être utile pour la fonction de nourricerie. Et notamment les surfaces d'habitat intertidaux vaseux. On a peut-être appelé vasière depuis ce matin, encore que la définition n'est pas toujours claire. Donc une fois qu'on s'est posé cette question, on construit des scénarios et on décrit différents types de pratiques qui peuvent être testées. Comment on les teste? On traduit ces différents types de pratiques en facteurs de forçage des modèles qu'on peut utiliser. Et on définit des paramètres, on calibre les paramètres en fonction de ces modes de gestion alternatives et on les compare généralement au scénario tendanciel. C'est ce qu'a présenté Jean-Philippe ce matin et Florian aussi sur d'autres thèmes là. Par exemple, on peut utiliser le modèle Curvicen basé sur Mars 3D et obtenir des cartes d'un certain nombre de facteurs qui peuvent nous servir à décrire l'évolution de l'habitat en général sous les différentes hypothèses. Alors, selon les différents scénarios, on peut décrire certains éléments du physiotope pélagique ou du physiotope benthique. Je n'avais jamais utilisé ce mot physiotope. Et notamment, on peut faire un focus sur ceux qui nous servent à décrire la fonction de nourricerie, qu'on a largement décrit en termes de profondeur ou
nature du faciès sédimentaire. Donc une fois qu'on a une carte de répartition et puis des courbes d'évolution de ces paramètres, on peut essayer de voir comment ça peut être transposé sur le volet écologique. Et pour faire ça, on utilise des modèles de distribution d'espèces, et je vais accélérer parce que j'ai déjà dépassé le temps, qu'on appelle des SDM, et qui nous permettent, en fonction d'observation des espèces auxquelles on s'intéresse, et en prenant ça avec des descripteurs environnementaux, d'obtenir des cartes de distribution d'espèces, et surtout de définir les facteurs déterminant cette distribution, et de les projeter dans le temps, notamment avec les cartes issues des scénarios prédictifs ou prospectifs qu'on a vu par exemple tout à l'heure. Et donc, on peut obtenir des cartes de distribution de la sole sous hypothèse de gestion et sans hypothèse de gestion ou sous différentes hypothèses de gestion et comparer les surfaces de nourricerie potentielles sous les différentes hypothèses et voir s'il y en a une qui est plus favorable que d'autres. Alors, si on veut aller plus loin, par exemple, sur le volet physiologique, on peut aussi essayer de combiner ça avec des attributs de ces habitats autres que la sole, par exemple les proies de la sole, en regardant des cartes de distribution du zooplancton qui pourraient être obtenues de la même manière, un petit peu cet après-midi, ou des cartes de distribution de la macrofaune benthique. Là, c'est pas encore tout à fait directement exploitable, mais on y vient. Et une fois qu'on a ce type de carte, et ben, ça peut servir de base pour alimenter des modèles plus mécanistes sur l'état physiologique de la sole. Alors, Pierre en a parlé ce matin. On peut utiliser par exemple un modèle d'allocation d'énergie de type DEB, qui en fonction des quantités de proies ingérées et puis de la température, va nous permettre de décrire la dynamique d'allocation d'énergie entre la croissance et la maturation, pour faire simple. Les spécialistes du DEB m'en voudront de le dire comme ça, mais c'est pas grave. Et puis, on peut décrire, donc, en fonction des apports énergétiques, donc d'acquisition d'énergie et puis de la dynamique et à la température, voir comment grandit et mature une sole. Et ça va nous permettre de décrire des paramètres tels que la croissance ou la maturation, qui sont des descripteurs ou des éléments de caractérisation d'une nourricerie. Donc, à partir des cartes d'habitat et des trajectoires d'évolution des paramètres de l'environnement, à partir de cartes de distribution des proies potentielles de la sole, on peut alimenter un modèle de type DEB et puis regarder l'évolution du potentiel de croissance et de maturité sous différents scénarios environnementaux. C'est des choses qu'on a déjà un peu faites, mais sans aller aussi loin dans la description des scénarios. Mais c'est des choses qui sont pratiquement faisables rapidement dans la facette, et c'est assez intéressant. Parce que par exemple, si on croise ça avec une carte d'habitat potentiel de la sole, et ben on peut essayer de construire par exemple des cartes du potentiel de nourricerie qui peut être différent dans la zone nord ou dans la zone sud ou dans la vasière est, comme on l'a appelé ce matin, parce que les proies sont pas exactement les mêmes, parce que les faciès sédimentaires sont pas exactement les mêmes, parce que les températures subies par les individus sont pas exactement les mêmes. Donc on a des potentiels de croissance et de maturité qui sont différents. Et donc on peut ainsi identifier des habitats à enjeu, et il me semble que dans un contexte opérationnel, c'est pas inintéressant. Et puis si on veut aller encore plus loin, on peut faire un petit peu comme ce qu'on a commencé à faire dans le cadre de Chopin et que vous a présenté Juliette ce matin, c'est inclure ça dans un modèle de dynamique de population et de voir comment sous différents scénarios de gestion, la contribution de la Seine à la dynamique du stock de Manchester peut varier par exemple. Donc ça, c'est un exemple de scénario. On pourrait aussi y greffer des sédiments, des contaminants pour voir ce que ça donne. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Et vous voyez, on n'a pas tout exploré. Par exemple, on pourrait faire ça sur autre chose que de la sole. On pourrait quelque chose qu'on s'est pas encore bien regardé, c'est comment définir la mortalité en fonction des paramètres environnementaux. Mais les modèles d'aide permettent tout à fait de le faire. Il faut qu'on voit un peu mieux comment les calibrer. Et puis d'autres questions qu'on n'a pas encore regardées et qui font partie des perspectives. Donc les limites actuelles, elles tiennent essentiellement au modèle. Hein. Sur les modèles HMS, elles tiennent essentiellement aux échelles spatio-temporelles. Par exemple, les échelles spatiales auxquelles sont pertinentes les modèles le modèle Curvisen, par exemple. C'est des mailles qui sont assez grandes, donc on ne peut pas forcément tester l'effet et la durabilité de mesures de restauration localisée. Pour faire ça, il faut peut-être prendre un autre type de modèle, par exemple le modèle Télémac d'Artemia.
Les échelles temporelles, on sait que les modèles, on en a parlé ce matin, ils sont valides sur des échelles de l'ordre de 10 ans. Au-delà, les incertitudes vont augmenter. Et puis, bien sûr, ça va dépendre des données d'entrée et de la façon dont c'est modélisé les processus. Et là, les incertitudes peuvent être diverses. Je prendrai juste un exemple, c'est sur le changement climatique. Est-ce qu'on connaît à 50 ans les effets du changement climatique sur la fréquence des tempêtes? Là, les avis sont partagés. Et on sait par exemple que les vagues sont des éléments très très structurants de la dynamique hydromorpho-sédimentaire de la Seine. Donc, on a pas mal d'incertitudes sur ce sujet à des horizons un peu plus lointains. Sur le modèle écologique, c'est encore plus compliqué parce qu'on a moins l'habitude. De littérature dit que l'écologie, c'est une science molle, douce, c'est un complexe d'infériorité par rapport à la physique. En tout cas, on n'a pas de théorie simple et unifiée comme les lois physiques qui existent pour faire des modèles prédictifs qui soient un peu généralistes. Donc, on a pas mal de progrès à faire sur les échelles spatio-temporelles ou biologiques, par exemple. Je ne reviendrai pas là-dessus, on peut en discuter un peu plus tard. Et donc, en perspective, il faut intégrer les connaissances les plus récentes, et là, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis ce matin, et surtout bien préciser les questions et co-construire par exemple les scénarios qui seraient intéressants à traiter, notamment en collaboration entre le CS et le CT, pour voir ce qui est possible de faire et ce qui intéresse les acteurs. Et là, ce qui est important à garder en tête, c'est mon point de vue personnel, c'est que c'est pas parce qu'on ne sait pas décrire tous les processus et tous les phénomènes à toutes les échelles qu'on peut pas dire des choses et qu'on peut pas tester des scénarios pour voir quelles sont les évolutions potentielles. Voilà, je vous remercie de votre attention et là, si vous avez des questions.